Bonjour messieurs, je vais essayer d'éclaircir deux, trois concepts de ce chapitre 4, thème 10, qui concerne les systèmes économiques. Si tout est clair pour vous, il n'y a même pas besoin de regarder la vidéo, évidemment. Tout d'abord, quand on parle de système économique, il faut déjà comprendre ce que c'est. Un système économique est l'ensemble des mécanismes institutionnels, juridiques, sociaux qui règlent la production des biens, la répartition des biens et des services, ainsi que les rapports des agents économiques entre eux. Donc derrière cette définition un petit peu barbare, il faut bien comprendre ce qu'on entend par mécanismes institutionnels, juridiques et sociaux. Institutionnel, c'est par exemple quelle est la place de l'État, quelle est la place de l'entreprise, quelle est la place de la banque, quelle est la place des tribunaux, etc. Ça, on parle d'institutions. Juridique, on parle des lois. Quelles sont les lois qui régissent les rapports entre les gens? La loi sur le travail, par exemple, la loi des contrats de travail dans le code des obligations, contrats d'apprentissage, toutes ces lois ont un impact ensuite sur les rapports qu'un employé a avec son employeur. Les lois ont un impact pour les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont le droit de vendre, qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de vendre, quels sont les prix qu'elles ont le droit d'exercer ou non, etc., etc. Et quand on parle des mécanismes sociaux, eh bien, on parle de est-ce que il existe des prestations sociales offertes par l'État pour, par exemple, protéger les plus faibles, des assurances chômage si on perd son emploi, etc. Tout ça a un impact sur l'ensemble du système économique et sur les rapports que chacun a dans ce système-là. Au fur et à mesure qu'on va développer un petit peu cette thématique, vous y verrez plus clair. Mais en gros, la Suisse, elle a un système économique, la France a son propre système économique, et chaque pays a des petites particularités qui font que leur système économique est à peu près unique. On distingue très souvent deux grands types de systèmes économiques, l'économie de marché versus l'économie planifiée. Pour simplifier un petit peu les choses, on pourrait dire qu'il y a un système capitaliste, qui est l'économie de marché, et un système communiste, qui est l'économie planifiée. Peut-être que ces choses-là vous rappelleront un petit peu quand on parlait de gauche-droite, vous avez normalement vu ça l'année passée, c'était le thème 6 en politique, intervention de l'État, pas d'intervention de l'État, qui font partie comme ça d'une vision du monde, d'un idéal qu'on veut atteindre. Et je commence direct avant de commencer à discuter 2 heures de politique. L'économie de marché, économie libérale, on met au centre la liberté individuelle. On veut encourager au maximum la concurrence, mais librement. Ça veut dire que le marché se régule par lui-même. L'État ne doit pas intervenir dans ce marché. C'est la propriété privée des moyens de production qui permettent au système de bien fonctionner et l'initiative personnelle des individus qui vont vouloir aller travailler, donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir plus d'argent, plus de revenus à la fin du mois et qui vont innover. Le pays de référence, ce sont les États-Unis parce que c'est ceux qui ont presque le plus le, le, le stéréotype de l'économie de marché. On parle souvent de méritocratie aux États-Unis, avec un salaire au mérite. Donc c'est pas forcément en fonction du nombre d'heures que vous travaillez, mais en fonction de la tâche du nombre de tâches que vous avez accomplies que vous aurez gagné votre argent. Dans beaucoup de métiers, c'est comme ça aux États-Unis. On oppose à ce système-là l'économie planifiée, ce sont un peu des caricatures. C'est rare d'avoir des exemples parfaits de l'un ou de l'autre, sauf dans les 2 pays de référence qu'on vous donne là. Dans l'économie planifiée, on va plutôt mettre en avant l'intérêt de la communauté et l'égalité entre les individus, contrairement à la liberté individuelle dans l'économie de marché. Il faut voir ça un petit peu comme une fourmilière, où dans une économie planifiée, l'individu est une fourmi qui travaille au service de la fourmilière. Et finalement, la vie de la petite fourmi n'a que peu d'intérêt par rapport à l'intérêt de la communauté entière et de la survie de la fourmilière. Je ne sais pas si ça vous aide, cette comparaison biologique. Bref, dans ce type d'économie planifiée, c'est l'État qui s'occupe d'à peu près tout, qui planifie l'économie. Il décide de qui produit quoi, à quelle quantité, à quel prix, et à qui il le vend presque. On parle de propriété collective des moyens de production, ça veut dire que l'État est l'entrepreneur principal, c'est lui qui possède la plupart des entreprises qui produisent des biens ou des services. Le pays de référence, évidemment, l'URSS, on pourrait parler encore actuellement de la Corée du Nord. Cuba et la Chine se sont libéralisés. L'État intervient quand même encore beaucoup dans leurs économies respectives, mais de plus en plus, il penche quand même vers un système plutôt libéral. Dans une économie planifiée, on vise un petit peu cet idéal. Vous savez, c'est Karl Marx, c'est
c'est ces gens qui pensaient que les ouvriers étaient les égaux parfaits des patrons et qu'ils avaient tout autant d'importance qu'un patron au sein de l'entreprise et que c'était même eux qui étaient les principaux facteurs de production. Donc on veut que les différences de salaire soient limitées, on ne veut pas de différences indécentes comme on peut le retrouver dans une économie de marché. L'État est le principal employeur. Là, au milieu entre les deux, bien que ce soit une économie libérale, on retrouve la Suisse. Et la Suisse, on l'a définie avec une économie sociale de marché, parce que l'État intervient encore beaucoup, mais la liberté individuelle et la propriété privée sont des lois fondamentales dans la Constitution suisse. Donc on parle bien d'économie de marché, mais avec un aspect social, parce que l'État est là pour réguler un petit peu le marché s'il le faut, ça veut dire intervenir, contrôler les prix, et aussi aider les personnes les plus vulnérables au sein d'une société. Je passe maintenant au circuit économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce circuit économique, il y a des acteurs qui interagissent entre eux. Et le circuit économique, c'est l'ensemble de toutes ces interactions entre ces acteurs. Il y a 4 acteurs, les ménages, vous et moi, qui travaillons et achetons des biens et des services avec nos revenus, les entreprises qui produisent, qui vendent et qui, elles aussi, achètent des produits pour produire ce qu'elles-mêmes produisent et qui ensuite le revendent, l'État, qui prélève des impôts, qui ensuite va utiliser ces impôts pour la population, et les banques, qui elles s'occupent de la monnaie, qui prêtent de l'argent et qui parfois investissent elles-mêmes à leur tour. J'ai repris une petite image de Mix et Remix pour illustrer tout ça, bien que la vidéo que j'ai mis en ligne à côté là-bas, elle explique bien mieux que moi j'imagine. Donc au numéro 1, l'employé fournit le travail qui va permettre à l'entreprise de créer de la valeur ajoutée. En 2, l'entreprise elle va verser un salaire à son employé pour compenser son travail. En 3, avec cet argent qu'il a gagné, l'employé il peut aller s'acheter des biens dans un supermarché par exemple. L'employé en 4 va aussi payer des impôts à l'État. L'entreprise, le supermarché à qui il vient d'acheter des choses va aussi payer des impôts à l'État parce qu'elle va faire des bénéfices et elle va être imposée sur ces bénéfices-là. En 5, l'État, avec tout cet argent récolté, il va faire des investissements qui vont bénéficier à toute la population. On parle des routes, on pourrait parler de l'éducation, des hôpitaux, etc. En 6, l'employé va éventuellement placer une partie de son argent à la banque. L'entreprise, elle, pourra peut-être emprunter une partie de cet argent qu'il vient de déposer pour faire de nouveaux investissements, pour développer ses activités, pour engager d'autres gens qui vont recevoir à leur tour des salaires, qui vont à leur tour se transformer en consommateurs, etc. etc. En 7, l'employé peut lui aussi investir, par exemple en achetant un appartement, et si l'employé s'enrichit, eh bien, il va consommer des biens et des services encore plus, et il va contribuer à la croissance de l'économie dans son ensemble. Dans ce circuit économique-là, qui est un peu celui qu'on connaît, la consommation est indispensable pour que tout cela tienne la route. Si nous arrêtons de consommer, tout s'écroule. L'État ne reçoit plus d'argent, parce que les entreprises ne font plus de bénéfices, et les entreprises n'engagent plus les gens, donc il y a du chômage, donc on consomme moins, etc. C'est un cercle vicieux. Dans un système qui fonctionne bien, ces 4 acteurs interagissent entre eux, et c'est ce qui fait la survie un petit peu de tout un chacun. On distingue 2 flux dans ce circuit économique. Il y a un flux réel, alors c'est peut-être un petit peu plus technique quand on parle de ça. Le flux réel, c'est lorsqu'on parle du travail de quelqu'un, par exemple, ou des biens et services de consommation. En échange, à l'inverse, en retour de ce flux réel, on parle de flux monétaire. C'est par exemple le versement d'un salaire ou l'intérêt sur un crédit, par exemple. Un exemple concret ici, vous avez d'un côté un ménage, donc vous et moi, qui dans le flux réel allons produire du travail. L'entreprise en échange, flux monétaire, elle nous offre un salaire. J'aurais pu mettre ménage banque et moi je vais contracter un crédit avec... une entreprise va me vendre un crédit et en échange, moi je vais lui payer des intérêts. Le flux réel, c'est la consommation du bien du crédit et le flux monétaire, c'est les intérêts que je vais payer pour les rembourser. Et ça, il y a toujours dans les 2 sens. S'il n'y a pas dans les 2 sens, ça ne fonctionne pas. Je m'arrête là, une deuxième vidéo pour la suite.